Bonjour à toutes et à tous. Donc, déjà tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux à notre conférence de presse de rentrée. Je voulais également remercier la rôtisserie de la Tour d'Argent de nous accueillir pour cet événement, parce que c'est un lieu emblématique de la mise en avant, de la mise en valeur de nos différentes volailles françaises. Et donc, merci de nous accueillir et de permettre aux opérateurs de cette filière de pouvoir discuter, communiquer et échanger avec les journalistes. Je voulais également remercier les différents membres de la filière qui sont là aujourd'hui, qui sont également assis autour de la table avec vous, les différents journalistes. Donc l'idée, c'est également de pouvoir échanger avec eux. Donc merci aussi à eux d'être présents aujourd'hui. Alors, vous le voyez, ça a été projeté. La thématique qui va être traitée aujourd'hui et ce qu'on va essayer de mettre en avant, c'est le manifeste que l'interprofession a lancé de soutien aux élevages de volailles françaises. C'est être tous acteurs, tous mobilisés pour manger de la volaille française. Voilà vraiment le thème qu'on veut mettre en avant au niveau de la conférence de presse. Et il sera à mes côtés donc les différents collègues. Donc Paul Lopez, qui est le président de la Fédération des industries avicoles, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Nous rejoindrons également Bernard Tosia, qui est le président du syndicat national des labels avicoles de France, et Louis Perrault, qui est le président des accouveurs, et on finira par également Anne Richard, qui est notre directrice de l'interprofession, pour faire les différentes présentations. Alors, on vous a mis au programme deux grandes parties. Alors, la première, bien sûr, une présentation des chiffres clés de la conjoncture de notre filière. Donc, avec, vous le verrez, vraiment une confirmation des consommateurs pour manger du poulet. Malheureusement, des importations qui reprennent. Donc, on va revenir là-dessus. Des coûts de production aussi qui ont fortement évolué, notamment au niveau du maillon élevage. Et puis, rapidement, faire un point également sur l'épizootie d'influenza aviaire qui a eu des conséquences lourdes pour le sud-ouest, mais également sur le commerce et notamment sur nos exportations. Et on finira par la partie 2. Donc, une filière mobilisée, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant avec cette conférence de presse. Une présentation du plan Ambition en vol 2025 et on va décliner auprès de vous le manifeste pour soutenir les élevages en France. Voilà, pour le programme des festivités. Et donc, j'invite Paul pour faire la présentation de différents éléments de conjoncture, notamment sur la consommation. Raison sanitaire, moi j'aime bien. Ça va le faire. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. La dernière fois c'était en visio, la fois d'avant c'était en visio. Et je pense que ça nous fait tous plaisir aux uns et aux autres, même si en échangeant avec certains journalistes près de moi, j'ai pu comprendre que vous êtes très, très sollicités par les temps qui courent et merci de nous avoir rejoints. Mes propos vont être donc sur les aspects concernant le marché. Donc déjà la France, pays important en Europe, on ne parlera pas du Brexit et on ne parlera pas des conséquences du Brexit maintenant, parce que pour le moment, tant que le 1er janvier prochain n'est pas arrivé, le marché européen, en ce qui concerne au moins nos produits, fonctionne encore à peu près normalement, dans la mesure où les flux d'exportation de l'UE 27 vers le Royaume-Uni sont relativement stables et n'ont pas de variation. Donc, avec un contexte où la France est le troisième marché de consommation en Europe, avec une consommation qui est toujours en légère augmentation, alors stable quand on est à 2020 par rapport à 2019, donc ça c'est moins mal terminé que ce qu'on avait pu imaginer quand on était dans la première période Covid 2020. Et on est dans un trend de croissance, c'est très très légère décroissance, et quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais il y a à l'intérieur, il y a bien sûr des choses qui sont très très contrastées. Maintenant, après vous avoir parlé d'une référence sur un an, on va venir sur des choses un peu plus récentes, que sont
sur les 6 derniers mois comparé aux 6 mois précédents. Donc, éventuellement, vous verrez des éventuelles incohérences qui n'en sont pas, mais qui peuvent vous alerter et on sera à votre disposition pour répondre tout à l'heure. La consommation au niveau total, donc en distribution consommateur et tous les autres modes de consommation, est plutôt stable. Tout doit être confondu. Par contre, ça cache des écarts. Ça cache un écart significatif à l'avantage du poulet, au désavantage de la dinde, et avec une situation extrêmement compliquée pour le canard et la pintade, où ça vient à se cumuler avec des chiffres qui étaient déjà quasiment équivalents en 2020 par rapport à 2019. Forte préférence donc des Français pour le poulet, 77%. La dinde après avec 15%, le canard, dans le canard, il y a donc deux parties du canard, donc le canard gras et le canard à rôtir, pour 7%, et la pintade qui a malheureusement baissé pour la deuxième année consécutive de manière significative. Qu'est-ce que l'on avait constaté sur la première année Covid? La première année Covid, avant le Covid, pardon, on était dans une situation où la consommation était tirée par un développement de la consommation hors domicile, au niveau principalement donc, du poulet, d'une manière générale. Et après le Covid, vous êtes parfaitement au courant de comment ça s'est passé avec la fermeture des restaurants et toutes les formes de restauration d'une manière générale, avec une flambée totalement atypique de la consommation à domicile. Selon nous, c'était les seuls moyens de pouvoir se substanter, si je peux utiliser le terme. Au premier semestre 2021, nous avons eu un retour des ventes en restauration et donc un recul pour tout ce qui est la consommation à domicile, je pense que c'est plus fort domicile. Je vais rentrer dans les détails maintenant. On a des volumes totaux sur la consommation maintenant à domicile. C'est bien à domicile, j'étais sur des chiffres totaux auparavant. Maintenant, je suis à domicile, c'est-à-dire il n'y a pas la restauration. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Ce n'est pas surprenant. C'est quand même une baisse significative, puisque le premier semestre de l'année précédente, les restaurants étaient fermés. Donc maintenant, dans la distribution consommateur, les volumes ont baissé. Et par contre, si on compare par rapport à 2019, on est sur une croissance. Et on peut le voir sur les deux graphiques, où on va avoir ici un moins 4,7 pour 2021 par rapport à 2020, alors que nous avions un plus 5,9, nous avons un plus 5,9 entre 2021 et 2019, avec des écarts très importants, qu'on a déjà vu tout à l'heure, au total, et qui sont encore très marqués sur le canard et la patate, qui ont très fortement souffert dans les 2 années qui viennent. Au-delà de la consommation, la consommation française est approvisionnée par la production française, c'est le cœur de métier, et elle est aussi approvisionnée par des importations qui, en 2020, avaient fortement baissé puisque c'était orienté distribution de consommateurs. Et dans ces cas-là, nous avions été plutôt bien servis. Maintenant, la situation en 2021, malheureusement, nous avons repris un trend que l'on avait auparavant d'augmentation des importations de manière très significative, malgré le déclaratif des consommateurs qui préfèrent aller très loin, avec 24% consommer de la volaille française. Et donc, nous avons des importations qui sont en augmentation de 17% premier semestre 2021 par rapport à 2020. Et parmi ces origines, nous avons une tendance qui se confirme de manière très significative avec les origines Pologne qui se développent de manière importante. Et là, on vous a mis un graphique qui vous met sur les 3 années, avec 3 ans dans les 6 premiers mois de l'année, où au mois le mois,
on voit que l'origine polonaise est plus que conséquente. Le total des importations au niveau du poulet, c'est 46%. 33% tout volaille confondu, 46% lorsqu'on parle du poulet. Le trend que l'on a depuis les années 90, 2000, 2010 et 2020, c'est une augmentation. On vous a expliqué depuis 2-3 ans au sein d'Envol que dans nos challenges, et on y reviendra, il s'agit de reconquérir le marché intérieur. Nous n'avons pas fait beaucoup de reconquêtes. On va se satisfaire d'un premier point, c'est qu'on a arrêté une forte dégradation qui était régulière tous les ans. Ça fait 3 ans. C'est pas l'année dernière, c'est pas le Covid. Mais nous sommes dans une situation où, donc, au jour d'aujourd'hui, 46% du poulet consommé en France est donc d'origine étrangère, européenne ou non européenne. Sur la partie non européenne, je vais juste, et je pense être déjà intervenu par le passé sur les accords du Mercosur, maintenant et surtout lors de la présidence française de l'Union européenne qui va arriver au premier semestre 2022, ce qui va être pour nous très important, c'est de faire valoir auprès des autorités françaises et elles-mêmes dans le leadership européen de ne pas ratifier l'accord sur le Mercosur, en tout cas ne pas le scinder en deux comme certains auraient pu l'imaginer, c'est-à-dire de faire un package pour dire le business, il faut qu'il se fasse, et les questions environnementales, on les verra pour plus tard. Nous disons, c'est un package, c'est un ensemble, et si on veut être cohérent dans la future politique agricole commune, dans ce que la Commission a annoncé aujourd'hui pour le projet pour la ferme à la partie forte qui est de la fourche à la fourchette, il y a une incohérence totale entre un développement des importations d'origine pays tiers et un retour à un bilan CO2 beaucoup plus positif, beaucoup moins négatif, on va dire, concernant l'Union européenne par rapport aux autres pays. Avec un leitmotiv pour nous, c'est toujours la souveraineté alimentaire de l'Europe et de la France, et de faire en sorte que dans tous les nouveaux contingents, en aucun cas nous n'acceptions des règles qui ne soient pas applicables à l'identique chez nos compétiteurs des pays tiers. Parce que contrôler la viande aux frontières est une chose. D'abord, elle est statistique, elle n'est pas toujours représentative. Mais ensuite, l'Union européenne ne contrôle pas l'ensemble des maillons de la chaîne des gens qui nous fournissent. Ils contrôlent quelquefois le dernier maillon, mais en aucun cas, par exemple, comment l'élevage a été conduit tout au long de la filière, qu'il s'agisse de l'accouvage, qu'il s'agisse de l'alimentation animale, qu'il s'agisse de l'utilisation de médicaments vétérinaires, et tout ça pour arriver avec un produit final où si on est en dessous des normes, ben c'est bon, ben nous on n'est pas d'accord parce que ça génère une distorsion de concurrence qui est majeure et on ne peut pas avoir un discours vertueux sur la planète, le CO2, etc. et nous expliquer qu'on peut importer des pays tiers des produits qui ne suivent pas nos règles. Maintenant, on a fait soft sur cette diapo. Je pense que si je l'avais rédigé avec mon collègue président du CIPC, l'interprofession poulet de chair, qui vient de faire un édito dans notre lettre mensuelle, qui est un coup de gueule, ça fait 4 ministres avec lesquels on travaille. Le premier, on l'a travaillé. Le deuxième l'a annoncé. Le troisième l'a confirmé. Le quatrième l'a confirmé. Et maintenant, nous apprenons que c'est toujours pas possible de passer à l'application, comme ça se fait pour la viande bovine, de pouvoir, dans un restaurant, partout, quels que soient les lieux de consommation, en dehors de la distribution, parce que c'est déjà le cas, sur l'origine, les autres moyens de consommer, les autres méthodes de consommation, nous demandons à ce que l'origine soit affichée. Ça fait donc 3 ministres
qui ont déclaré que sous 6 mois, ce sera en application. Et nous avons quelques craintes pour savoir si nous devons attendre le suivant. En tout cas, c'est un message très clair, c'est réellement un coup de gueule. Et nous, à la FIA, on s'associe avec tous nos collègues de la filière sur ce point, parce que ça s'appelle se moquer du monde et je suis très poli. Le contexte matière première dans lequel nous sommes aujourd'hui, déjà depuis 6 mois, je crois qu'on en avait fortement parlé lors de notre précédente conférence de presse. Nous avons eu des hausses très très importantes et on en avait parlé depuis la fin de l'année 2020. Tout au long du premier semestre 2021, nous avons dû faire face à cette situation. Et au jour d'aujourd'hui, après un léger tassement en juillet, et l'indice d'août qui est sorti, puisque c'est des moyennes glissantes de 3 mois, on est très 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 légère détente. Par contre, la manière dont les marchés sur les matières premières, céréales et protéines ont évolué depuis le 15 août nous préoccupe énormément quant à l'application et quant à l'impact sur nos coûts à nouveau sur les prochains mois. Ce qui va nous amener évidemment à remettre à nouveau le sujet quelque part de fonctionnement de notre filière et de pouvoir, à partir des matières premières qui augmentent de manière très très significative, de pouvoir en assurer la répercussion. Juste un petit schéma pour rappeler que l'alimentation animale, c'est à peu près les 2 tiers du coût de production, que notre filière est contractualisée, quelque part, on est avec un temps d'avance sur les cabines 2, et que ces hausses de matières premières, où nous faisons en sorte sur les différents maillons que l'éleveur n'en subisse pas les conséquences, nous amène, quand il y a des variations majeures, nous amène à des impasses lorsqu'il s'agit de pouvoir en assurer la répercussion sur tous nos marchés en amont. Et avec une problématique supplémentaire, pour suivre les habitudes de consommation, on est passé en 20 ans, 30 ans du poulet entier ou des volailles entières aux volailles découpées. Et au jour d'aujourd'hui, on est, j'ai du pain qui intervient à la place des autres fois, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, parle de notre filière industrielle, qui est une industrie de démontage, dans la mesure où on prend un animal, un poulet par exemple, et puis ensuite on va, pour certains consommateurs, vendre le filet, pour d'autres la cuisse, pour d'autres l'aile, et assurer en permanence ces équilibres dans des périodes qui sont très chahutées sur les matières premières nous amène à des situations qui nous conduisent dans des impasses et nous tirons un peu le signal d'alarme sur cette nouvelle hausse très significative que l'on a connue depuis 15 août et avec, ça c'est plutôt sur le blé, et le maïs aussi, avec surtout des grosses problématiques sur le maïs, c'est que du maïs nouvelle campagne, ben, c'est pas avant fin novembre. Et en attendant, c'est du maïs ancienne campagne qui coûte extrêmement cher et sur lequel, au-delà des cotations, nous avons d'énormes problèmes à trouver du disponible. Voilà, j'en ai terminé sur la présentation sur les aspects économiques de la filière. Jean-Michel, je te laisse passer le relais. Et à votre disposition pour les questions après. Merci Paul pour cette présentation qui a été vraiment très précise. On pourra bien évidemment revenir dessus lors des questions à la fin de notre présentation. Et là, je donne la parole donc à Bernard qui va nous faire la présentation de la situation dans son territoire, le sud-ouest, sur l'épizootie, et puis également sur la situation du marché et ses conséquences. Bonjour à tous. C'est avec plaisir qu'on se revoit. Je vais faire un peu de politique à démarrer. C'est grâce au pass sanitaire qu'on se voit tous. C'est bien. Bon.
Je sais que la cause donc, vous dire que sur l'influenza, je ne vais pas dire grand-chose parce que je crois que c'est des choses qu'on a déjà dit. Angola a signé le pacte influenza. Donc, aujourd'hui, on est plutôt dans la préparation de ce qui va se passer dans l'hiver qui arrive et savoir si quand les décrets d'application seront là, c'est ce qui nous manque pour la note technique. Quand on aura la note technique, on verra si les mesures que l'on a signées et que l'on accompagne suffiront et on espère vraiment tous motivés pour passer l'hiver un peu plus serein. Bon, vous dire que vous savez qu'on a eu 3 mois sans arrêt dans le sud-ouest, ce qui a impacté les volumes, et que ce qui me paraît important aujourd'hui, donc on le voit, puisqu'il y a eu presque 50% de baisse chez nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est le tableau du bas, en bas à droite, où les mises en place de poulet label rouge sont revenues normales aujourd'hui, puisqu'on est à moins 1% sur les mises en place aujourd'hui en volaille et label rouge. Donc, les différentes régions de production ont compensé, le sud-est est revenu, le marché est revenu, on verra si le marché est revenu à peu près normal. Vous dire qu'on a fait une bonne année 2020, puisque le label rouge a fait plus 2% de croissance et plus 6% en bio, et que ça continue sur le bio, puisque sur le bio, les mises en place aujourd'hui sont à plus 5%. Vous dire que dans les perspectives, nous sommes, comme dans nos collègues de filière volaille, nous avons une volonté forte de développer la restauration collective, que l'on espère que la loi climat, même si ce n'est pas tout à fait comme on voudrait, nous, du côté des volailles label rouge, mais permettra de consommer des volailles françaises et notamment des volailles label rouge et bio. Je crois que c'est un vrai secteur pour nous à devenir une reconquête. Et il y a un autre marché qui est un peu plus spécifique pour nous, les volailles label rouge, qui est le marché export, qui avait fait 6% de croissance l'année dernière, et qui pour nous est un marché porteur. Voilà. On a des communications spécifiques, mais toutes nos filières en ont. Je crois qu'on a une vraie volonté générale de développer une production. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur la filière, une filière particulière à la rouge et bio. Merci Bernard. Merci Bernard pour la présentation. Et maintenant, on va donner la parole à Louis, le président du syndicat des accouveurs, pour nous présenter également les impacts sur le marché et notamment les exportations. Merci. Je vais donc vous parler d'un maillon qui souffre effectivement, comme à chaque fois qu'on a une crise d'influenza aviaire, c'est vraiment un cataclysme qui tombe sur la filière. Et le maillon accouvage et sélection ne réchappe pas à la règle. En fait, pour comprendre, on est impacté sur 2 niveaux. D'abord au niveau national, parce qu'on ne peut pas mettre en place les poussins, les canetons, les volailles qui sont interdites sur le territoire à ce moment-là. Et également sur la partie exportation, sur lequel la sélection et l'accouvage ne peut pas vivre sans l'exportation, qui est essentielle pour nos entreprises. On a retrouvé le statut indemne uniquement la semaine dernière, le 2 septembre. Donc imaginez, la crise est terminée depuis longtemps, on continue à être impacté. Et ce n'est pas parce que on retrouve un statut indemne qu'on retrouve les marchés. Vous comprenez bien que les pays, il faut négocier de gré à gré. Autant ils ferment impérativement le jour où on est impacté par une crise, autant la réouverture ne se fait pas sur le code des règles de l'OIE, malheureusement. Ça peut prendre énormément de temps. Vous dire aussi que cette part d'exportation est cruciale pour le chiffre d'affaires des entreprises. La partie, certes, on a des aides de l'État, ils viennent compenser et nous aider. Heureusement qu'elles sont là, on ne va pas cracher dans la soupe. Mais pour comprendre les aides qui nous sont apportées, il faut se mettre dans l'idée que seules les entreprises qui ont perdu 25% de chiffre d'affaires sont éligibles. Déjà, premier critère. Imaginez des entreprises qui perdent déjà 10%, c'est énorme. Mais donc là, le barème, c'est 25%. Et c'est sur une fenêtre très étroite, la fenêtre sur laquelle on a été impacté par la crise, c'est-à-dire décembre à mai. Dans ce cadre-là, les entreprises qui auront
droit à des aides de l'État émarge à un total de perte de BE de 25 millions. Donc, imaginez ce que ça représente si on englobait l'ensemble de la filière sélection-encoubage, on serait très certainement au double. Donc, oui, les aides sont importantes, on les attend, elles ne sont pas encore là. On espère que l'Europe va nous donner le feu vert très rapidement, mais c'est voilà, c'est une aide ponctuelle qui nous aide à continuer de vivre et d'exploiter, mais certainement pas à continuer d'investir. Et c'est ça le problème. On a besoin d'investir, on a besoin de moderniser, on a besoin dans ce maillon comme dans tous les autres. Et des crises comme ça fragilisent, paupérisent l'ensemble de nos secteurs, et particulièrement celui-là. Merci. Merci. Merci Louis pour cette présentation. Et du coup, voilà, dernière intervenante, Anne, pour nous présenter le plan Ambition en vol. Alors, bonjour à tous. Je ne vais pas vous remettre le plan Ambition en détail parce que je pense qu'on vous l'a déjà présenté 3 ou 4 fois. Juste vous rappeler en fait les 6 objectifs qui sont mis en avant dans ce cadre de ce plan Ambition. Alors, vous pouvez constater que malgré la conjoncture qui n'est pas toujours simple dans la filière, on a un plan Ambition qu'on a adopté il y a 2 ans et on roule et on essaie de le faire avancer en parallèle, j'allais pas dire quoi qu'il en coûte, avec beaucoup d'énergie. Donc, les objectifs sont les suivants. Donc, le premier, c'est de répondre à toutes les attentes de tous les circuits de consommation, ce qui n'est pas simple puisque l'import préempte beaucoup le marché de la restauration au domicile et le marché des produits transformés. La deuxième ambition, c'est quand même de faire évoluer les systèmes d'élevage et que 50% des volailles aient accès à la lumière naturelle en 2025. Bon, cet objectif, il va être largement dépassé puisqu'il y a un énorme travail qui est en cours dans la filière. Ensuite, le troisième objectif, c'est que 100% des élevages améliorent leurs pratiques, nous allons y revenir. Le quatrième, c'est qu'il y ait 0 déforestation. Et ensuite, qu'on baisse l'utilisation des antibiotiques sur la filière en 5e objectif. Et le tout en maintenant finalement des élevages familiaux. Alors, on va vous donner quelques résultats. Donc, finalement, sur tout ce qui est proposé, on est en train de dépasser ce qui est prévu sur l'accès à la lumière. On a une baisse des antibiotiques, on ne le dit pas assez dans la filière, qui est énorme. Il y a un énorme travail qui a été fait par la filière française pour baisser l'utilisation des antibiotiques et ne plus utiliser ce qu'on appelle les antibiotiques critiques. Et je pense qu'on ne salue pas assez ce travail-là. Et ensuite, on a aussi travail, j'avais envie de dire, de fourmi, qui permet de faire évoluer tous les jours les bonnes pratiques au niveau des exploitations agricoles. Donc, on a un système d'audit via l'application EVA qui permet de voir où en sont finalement les exploitations. Et on ne va pas être loin bientôt de 100% des élevages audités. Et on a parallèlement une application qui est spécifique à l'évaluation du bien-être animal. Et là, on s'aperçoit que de plus en plus d'éleveurs font ces audits et en profitent pour faire évoluer les points d'amélioration qu'ils ont à mettre en œuvre dans leur exploitation sur ces conditions-là. Alors aujourd'hui, le challenge que nous avons, c'est que vous avez pu constater que l'importation continuait à progresser malgré tous nos efforts. Et donc, on s'aperçoit qu'on a quand même un enjeu majeur sur lequel il faut que nous travaillions, c'est finalement de permettre l'installation de nouveaux poulaillers en France. Parce que si on veut faire baisser les importations, il faut qu'on produise plus. Il faut donc que l'on puisse installer des poulaillers. Or, dans ce cadre-là, on s'aperçoit que le dialogue entre les éleveurs et leurs voisins riverains ou les citoyens voisins est très compliqué. Du coup, on a travaillé là depuis une année au niveau d'Envol pour essayer d'améliorer ce travail et de dialogue finalement entre les éleveurs et leurs voisins pour proposer quelque chose de plus constructif. Et on a donc Victor Guillon qui a passé une année avec nous, qui a fait un énorme travail sur ces questions-là. Et nous allons développer un plan une sorte de travail pour permettre à l'éleveur qui va installer un poulailler d'avoir une méthode de travail et de discussion avec ses voisins pour faciliter ce dialogue. Et ça nous a amené, et je vais passer la parole à Jean-Michel, à pousser aussi là un petit coup de gueule et en disant, ben, quand même, les Français sont incohérents,
ils veulent manger du poulet français et chaque fois qu'on va installer un poulailler quelque part en France, les gens s'y opposent. Du coup, on lance un grand manifeste que Jean-Michel va vous présenter. Merci Anne pour cette transition. Donc effectivement, on a lancé un manifeste pour répondre au sujet suivant, c'est que le consommateur français veut manger français, mais en même temps, on a de plus en plus de difficultés à construire des bâtiments, des poulaillers dans nos campagnes, et en même temps, on est soumis à 40% d'importation. Donc le manifeste, et c'est vraiment un appel que la filière lance, c'est celui que tous les acteurs, que toute la société française se mobilise pour qu'on construise de nouveaux bâtiments, qu'on puisse rénover de nouveaux bâtiments, pour qu'on puisse développer notre offre de volaille française, pour qu'on puisse répondre à cette demande qui est la souveraineté alimentaire, manger local, manger diversifié en espèces, manger diversifié en modèle d'élevage, parce que c'est aussi ça la filière française, c'est de la pintade, de la dinde, du canard à rôtir, du poulet, enfin on est les seuls à faire ça au monde. On a du label, on a du bio, on a du standard plus, on est les seuls à le faire. Et donc l'appel c'est ça, c'est mobilisez-vous, soyez acteurs, pas passifs, allez-y et faites en sorte que nous on puisse développer notre production pour répondre à vos besoins. Donc je vais rapidement rentrer dans le détail. Hein. Donc afin de préserver et développer cette filière pour justement contrecarrer ces importations, c'est un appel aux consommateurs tout d'abord parce que c'est entre guillemets lui qui a quand même les clés du camion, quoi. C'est lui qui choisit le produit, c'est lui qui achète et c'est lui qui nous donne la réponse sur le modèle d'élevage ou sur l'espèce qu'on va développer demain. Et là, c'est quand même un appel à systématiquement regarder l'origine de la viande, de quel pays il vient. Et là, il y a un logo bleu, blanc, rouge qui est très simple à identifier, qui permet à chaque consommateur de savoir d'où vient le produit et on invite vraiment le consommateur à systématiquement le regarder. Et pour contribuer au coup de gueule de Paul Lopez, là où les pouvoirs publics pourraient nous aider, c'est effectivement, si on avait ce petit logo sur la restauration hors domicile, bah, ça pourrait nous donner un sacré coup de main quand même, parce que ça permettrait aux consommateurs de regarder. Après, l'appel est également aux citoyens, et c'est là qu'on fait un peu la distinction entre acheter, effectuer un acte concret et avoir des attentes, des rêves. C'est de demander aux citoyens d'accepter que des nouveaux bâtiments soient construits dans la campagne pour pouvoir développer la production française et pour pouvoir répondre à cette offre que nous, on souhaiterait développer pour répondre à un besoin de souveraineté alimentaire. Pour ce faire, il y a également un appel qu'on lance aux élus locaux, notamment aux maires. Pourquoi aux maires? Parce que le débat, il peut se faire qu'en local. Alors, on ne demande pas aux maires de prendre position, bien évidemment, ce n'est pas son rôle. Mais que les élus locaux mettent en place un environnement favorable à la discussion et au débat. C'est-à-dire que quand il y a des tensions, quand il y a des sujets sur le terrain autour de la construction d'un bâtiment, d'un poulailler, et on se dise, voilà, on va organiser une réunion, il y a une salle des fêtes dans la commune, je la mets à disposition, je permets à l'éleveur de pouvoir expliquer son projet, j'essaie de faire en sorte que le débat se passe de manière sereine et citoyenne, et ça permet souvent d'aplanir les problèmes, de dépassionner les débats, et puis après, de permettre à des agriculteurs de réaliser leur projet, qui est celui de nourrir les Français. Ensuite, c'est également un message à d'autres niveaux d'élus locaux, que sont les conseils régionaux, qui est celui d'accompagner financièrement nos projets, parce que c'est ça le rôle du conseil régional. Et là, l'appel, c'est de financer la filière avicole, mais également de financer tous les modèles d'élevage, parce que vous l'avez vu avant, quand Paul a fait la présentation, on a besoin de tous les modèles d'élevage, du standard, du label, du bio, pour répondre à la demande du consommateur et à ses besoins. Et on a besoin d'être accompagné là-dessus. On a également besoin des pouvoirs publics en général pour faire la promotion, pour défendre l'élevage, tous les modèles, toutes les espèces et également tous les maillons de la filière. Parce qu'il y a l'éleveur, mais s'il n'y a pas d'abattoir, il ne peut pas y avoir d'élevage. S'il n'y a pas des couvoirs comme avec Louis Béraud, il ne peut pas y avoir d'élevage ni d'abattoir. Donc c'est vraiment un soutien à tous ces différents maillons de la filière pour développer l'offre française. Après, c'est également un appel à l'Union européenne, qui est celui de soutenir tous les modèles d'élevage dans ces programmes qu'elle propose aux États membres, de soutenir toutes les promotions de tous les modèles d'élevage et de toutes les espèces, et puis également l'interpeller, comme Paul l'a fait avant, sur les accords de libre-échange.
on est quand même en volume la viande la plus importée, la volaille. On n'est pas loin d'1 million de tonnes d'importation. C'est quand même un chiffre astronomique. Et le premier soutien qu'on peut demander à l'Union européenne, c'est d'arrêter de signer des accords de libre-échange qui sont illégaux. On nous impose à nous des garanties, des demandes qu'on n'impose pas dans des accords quand on les signe avec des Ukrainiens ou des Brésiliens. C'est scandaleux. Et c'est également un appel à l'Union européenne à faire preuve de responsabilité, de cohérence envers eux, en fait, qui vont simplement nourrir les Français. Également un message aux forces de l'ordre et à la justice. Alors c'est un sujet qui a quand même fortement évolué. Moi, je tiens quand même à saluer les efforts qui ont été faits sur ce sujet pour essayer d'accompagner au mieux les éleveurs qui sont quand même victimes de plus en plus d'effractions et d'actes de malveillance. Mais là aussi, là-dessus, on a des éleveurs qui souvent se sentent seuls sur le terrain. Ils ont besoin d'être soutenus. Alors la profession le fait au mieux, mais on a également besoin à ce qu'il y ait un accueil qui soit fait digne pour ces gens-là, parce que ils sont quand même victimes de violences souvent sur leurs exploitations quand ça leur arrive. Et on a besoin aussi d'une justice qui soit rapide et efficace. Parce que souvent c'est long, ça traîne, et on a besoin que, quand il y a sanction, quand elle est nécessaire, elle soit prononcée rapidement. Ensuite, également un message aux médias. Alors un message tout simplement d'équité de traitement, c'est-à-dire que quand il y a des messages qui sont envoyés par des antispécistes ou certains types d'ONG, que ce soit vérifié, que l'information soit fiable, on leur demande simplement de contrôler, que tout soit sûr, vrai et que ça corresponde bien à ce qui est projeté, et également à ce qu'on nous donne la parole quand ça arrive. On est différents partenaires de la filière présents, on est mobilisés pour soutenir, donner des messages et nous donner la parole, c'est également important pour que dans les points de vue qui sont donnés, on ait un équilibre des approches, tout simplement. Et dernière diapo, également un message à l'éducation nationale et aux enseignants, qui est de dispenser une information qui soit honnête, fiable et équilibrée. C'est quand même une demande forte qu'on leur fait, et que les portes de l'école de la République soient fermées aux ONG antispécistes qui font souvent de la désinformation et qui n'ont pas une communication juste et équilibrée sur ce qu'est réellement l'élevage. Et là, on a besoin également qu'il y ait une information qui soit juste, vérifiée et rationnelle. Et le dernier message et le dernier appel, il est simplement aux ONG. On a également besoin d'elles pour qu'elles fassent part aussi de ce que font les éleveurs au quotidien. Anne vous l'a présenté. Les pratiques d'élevage évoluent en permanence. Tout le monde essaye de s'améliorer dans un contexte de compétitivité forte. On l'a vu sur les antibiotiques, sur les modèles d'élevage qui évoluent. Mais on a aussi besoin qu'à un moment, elles disent que ce qu'on fait, c'est bien. Et c'est aussi un message fort qu'on veut leur envoyer. Voilà à peu près les grandes lignes du manifeste de la filière volaille. Donc en bref, rapidement, je vais reprendre les éléments forts. Donc on a la chance d'avoir une filière qui a du succès auprès du consommateur, mais malheureusement, le succès bénéficie pour beaucoup quand même aux importations. Et là, on voit quand même le lien très fort selon les circuits de commercialisation, parce que là, on voit le déconfinement s'opère, la restauration hors domicile reprend, et les importations reprennent. Et tout cet appel fort qu'on lance à tous les acteurs pour mettre du français, du manger français dans toutes les assiettes de nos Français. Voilà notre objectif, proposer de la volaille française dans tous les moments de consommation. Donc merci à toutes et à tous de votre écoute.